Donc la première diapositive, c'est quelques définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Donc qu'est-ce que c'est que l'activité physique? En fait, l'activité physique, c'est tous les mouvements qui sont liés à des contractions musculaires. Donc en termes simples, c'est bouger. Dès que vous faites un mouvement qui entraîne une contraction musculaire qui augmente votre dépense énergétique au-dessus de celle que vous avez actuellement, et de 3,5 ml d'oxygène par litre par kilo, soit 1 mètre, eh bien vous faites une activité physique. Le sport, c'est une activité physique. Il ne faut pas confondre activité physique et sport, en particulier pour les malades, il ne faut pas leur parler de sport. Certains malades de sport, ils vont me dire, vous voulez me tuer, docteur. Donc il ne faut pas du tout aborder de la même façon. Eux, il va falloir leur parler d'activité physique. Le sport, c'est un exercice physique qui est réalisé dans un cadre réglementaire, pratiqué, soit en loisir, soit en compétition. Il y a une troisième définition qui est très importante à mon avis, vous allez voir pourquoi, c'est la condition et la capacité physique. Alors qu'est-ce que c'est que la condition ou la capacité physique? Eh bien c'est le niveau maximal d'effort musculaire qu'un sujet peut réaliser. Alors on prend habituellement, pour faire très simple, avec les patients ou les personnes avec qui on parle, combien d'étages on peut monter d'un bon pas sans être essoufflé. Si vous en montez 2, vous avez une mauvaise capacité physique. Si vous en montez 6, vous avez une bonne capacité physique. Et on va voir ce que ça peut vouloir dire pour nous médecins, mais aussi pour tous les physiologistes de l'exercice. Et puis de l'autre côté, il y a l'inactivité physique. Alors l'inactivité physique, ce n'est pas la sédentarité. L'inactivité physique, c'est lorsque vous ne respectez pas les recommandations qui sont données par l'Organisation mondiale de la santé ou bien par le plan national nutrition santé, le premier qui a été proposé. En gros, c'est 30 minutes d'activité physique modérée chaque jour. J'insiste sur le chaque jour parce que l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est 150 minutes par semaine. Ça voudrait dire que de faire 120 minutes le samedi et 30 minutes le dimanche, c'est aussi bon pour la santé que 5 fois 30 minutes. Or non. J'explique tout ça aussi à mes patients en leur expliquant bien que jusqu'à preuve du contraire, on ne se lave pas les dents 7 fois le dimanche, on se les lave chaque jour. Et bien c'est exactement pareil pour l'activité physique. Et puis de l'autre côté, vous avez la sédentarité. La sédentarité, c'est le temps journalier qui est passé assis ou couché en étant éveillé, et le risque apparaît de façon vraiment significative quand on dépasse 7 heures, même si c'est discuté, certains disent que c'est moins, d'autres disent que c'est plus, mais en gros on retient 7 heures, et surtout si vous avez des nombreuses périodes assises ininterrompues supérieures à 2 heures, et vous avez vu que dans le programme qui vous a été présenté, on a pensé à tout, puisque vous allez avoir des pauses régulières, toutes les 2 heures, même avant, donc c'est très bon pour votre santé. En d'autres termes, vous pouvez être inactif et sédentaire, mais vous pouvez très bien être sportif et sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine et être assis 12 heures par jour, les autres jours, ou même les jours où je vais faire du sport. Et la chose importante, c'est que les risques pour la santé sont indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous augmentez, vous associez, vous multipliez vos risques si vous êtes à la fois sédentaire et inactif. Mais je peux être actif, et pour pouvoir être très sédentaire, et bien la sédentarité en elle-même va présenter un risque pour ma santé. Donc quelles sont les recommandations? Je vous les ai mises ici. De 18 à 64 ans, c'est au moins 30 minutes d'activité physique modérée, vous voyez, ou 20 minutes d'activité soutenue, ou un UXA, ça c'est l'Organisation mondiale de la santé. Dedans, il vous est recommandé de faire de l'endurance et du renforcement musculaire, et puis éviter les périodes assises ininterrompues de plus de 2 heures. Et après 64 ans, parce que pour l'Organisation mondiale de la santé, et à mon grand dame, on est âgé, et bien après 64 ans, il faut que je fasse en plus de l'équilibre, que j'entretienne mon équilibre pour participer à la prévention des chutes. Alors, si on regarde un petit peu sur les bénéfices pour la santé, je crois que le bénéfice principal sur lequel j'insiste toujours, c'est la qualité de vie. On l'oublie toujours, mais en fait, toutes les études montrent que les gens qui font de l'activité physique, qu'ils soient malades, très malades ou qu'ils ne soient pas encore malades, disent qu'ils ont une très bonne qualité de vie, alors que plus généralement, globalement, chez les gens qui ne font pas d'activité physique, la qualité de vie est un peu moins bonne et on l'améliore par l'activité physique. Vous regardez ici, vous voyez que les gens qui sont totalement inactifs, les gens qui font beaucoup d'activité physique, le nombre de sujets qui vont décéder dans un temps donné par an va baisser au fur et à mesure que je fais de l'activité physique. Mais ce qui est très important à retenir et ce qui est essentiel, sinon le combat serait perdu d'avance, c'est que vous voyez entre quelqu'un qui est inactif et quelqu'un qui fait de l'activité légère, c'est-à-dire en gros les 30 minutes par jour, eh bien vous avez un effet bénéfique énorme. Je n'ai pas besoin d'être champion olympique. Il faut simplement que je marche 30 minutes, 3 fois 10 minutes chaque jour. Et j'ai déjà un bénéfice. Il y a même des études qui montrent qu'à partir de 15 minutes chaque jour, vous avez un bénéfice. Ça va être l'activité occasionnelle ici. Et c'est vrai pour la mortalité toute cause, c'est vrai pour la mortalité liée à un problème cardiaque, c'est vrai pour la mortalité non cardiovasculaire. Et regardez les bénéfices que vous avez. Si vous faites 1 heure de marche par semaine, vous allez gagner 2 ans pratiquement d'espérance de vie en bonne santé.
Et si vous faites 7 heures, c'est-à-dire 1 heure de marche par jour, vous gagnez 5 ans d'espérance de vie en bonne santé. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Tout le monde doit pouvoir arriver, s'il a décidé de prendre soin de sa santé, à cela. Et si vous choisissez de bouger, de ne pas être sédentaire, eh bien vous diminuez votre risque de diabète de 30%, vous diminuez votre risque de toutes les pathologies cardiovasculaires. Alors vous avez le choix, on parle toujours de l'infarctus, mais c'est la même chose pour l'accident vasculaire cérébral, c'est la même chose pour l'artère des membres inférieurs, c'est la même chose pour certains troubles du rythme, c'est la même chose pour l'insuffisance cardiaque. Vous diminuez ce risque de 20 à 30%. Et ce qui est plus nouveau, c'est que l'on sait maintenant que vous diminuez votre risque de développer un cancer d'environ 20% aussi. Et je ne vous ai pas parlé de la maladie d'Alzheimer, vous avez exactement les mêmes chiffres. Donc de toute façon, toutes les maladies chroniques, vous diminuez votre risque de les développer si vous faites une activité physique. Alors l'autre point, et c'est peut-être là un grand changement de paradigme dans la santé qu'il va falloir que les médecins décident et de s'approprier et qu'ils le suivent, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux patients, si vous êtes malade, bougez. Pendant très longtemps, on a dit aux patients, vous êtes malade, vous avez mal au dos, n'en faites pas trop. Maintenant, c'est l'inverse. On leur dit, vous êtes malade, bougez. On change complètement de paradigme. On a toutes les preuves scientifiques qui nous montrent que tous les patients doivent faire de l'activité physique. C'est bénéfice pour tout le monde. Vous avez un diagnostic de cancer. La première chose que va vous dire le cancérologue, on va vous faire la chimiothérapie, on va vous faire la radiothérapie, on va vous faire la chirurgie, et vous allez bouger. Un patient est insuffisant cardiaque, la première chose que je lui donne, c'est un programme d'activité physique. Donc on a complètement changé cet abord, et ça c'est essentiel à retenir. Je ne connais pas une pathologie chronique qui interdise toute activité physique définitivement. On peut toujours trouver une activité physique pour tous les patients. C'est à nous, médecins, de nous creuser la tête et à vous de nous aider et de relayer le message. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la capacité physique. Ça suit exactement la quantité d'activité physique. C'est normal. Plus je bouge, meilleure est ma capacité physique. Si j'ai une mauvaise capacité physique, mon espérance de vie ici est faible. Si j'ai une très bonne capacité physique, mon espérance de vie est élevée. Et vous voyez, pareil, il suffit de passer à moins de 5 mètres, de moins de 6 mètres, pardon, donc avoir une capacité physique de 5 mètres. Si vous passez à 6 ou 7 mètres, vous gagnez 1 ou 2 mètres, c'est rien, 1 ou 2 mètres, et bien immédiatement vous avez un bénéfice majeur sur votre espérance de vie. Donc ça, c'est des messages très positifs qu'il ne faut pas faire passer aux gens. On ne leur parle pas de sport, on leur parle de bouger un petit peu. Et l'autre message, derrière, qu'il faut bien retenir, c'est que ce que je vous ai marqué là, c'est vrai quel que soit votre état de santé. Si je prends 100 femmes qui ont un cancer du sein, qui font de l'activité physique, elles ont un meilleur pronostic que les 100 femmes qui ont le même cancer du sein, qui ne font pas d'activité physique. Quand un patient fait un infarctus du myocarde, on l'adresse, je le fais pédaler. S'il a une bonne capacité physique, je lui dis, ne changez rien, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie. S'il a une mauvaise capacité physique, je lui dis, il va falloir qu'on augmente votre capacité physique. Donc ça, ce sont des messages qui sont très importants à retenir. Aujourd'hui, dans quelques années, je pense qu'on mesurera la capacité physique de tous les hommes et de toutes les femmes de 40 ans. Ça a commencé aux États-Unis. Et c'est à partir de là qu'on va leur dire, vous avez une mauvaise capacité physique, faites attention. Alors l'enfant c'est aussi un drame, parce que l'enfant, voilà ce vers quoi nous allons. Ce jeune gamin qui aimerait bien jouer au foot, mais il n'a plus de copains qui ont envie de jouer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous devant leurs écrans. Et ce qui est dramatique, c'est que regardez, ils sont tous éloignés les uns des autres. Ils ne communiquent pas, ou alors ils communiquent par l'intermédiaire de l'écran. Peut-être que lui joue avec lui. Rappelons-nous quand même qu'il y a un taux de dépression majeur chez les enfants de 12 ans, en rapport avec le temps passé devant les écrans. Donc ça montre quand même que c'est un grand problème. Et là, ça veut simplement dire qu'il faut que les parents décident que leurs enfants fassent plus d'activité physique, en limitant le temps devant les écrans, comme c'est dans la recommandation que l'on verra plus loin. Regardez tous les bénéfices, j'ai pas le temps de vous les détailler, sur la santé, sur l'école. Aucune étude n'a montré que le fait de faire de l'activité physique diminuait les résultats scolaires. Au contraire, toutes les études ont montré que les enfants qui font de l'activité physique ont de meilleurs résultats scolaires et moins de décrochage. Et dans l'insertion, plus tard, c'est pareil. Et pourtant, entre 1971 et 2011, la capacité physique des enfants a baissé de 25%. 25%, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si rien ne change, mes petits-enfants vivront moins longtemps que moi, puisque leur capacité physique va partir de moins haut, et donc leur espérance de vie va diminuer. Donc on voit l'importance de cette capacité physique. Regardez les recommandations et comment elles sont suivies. Un enfant, avant 2 ans, le temps d'écran, c'est 0. 0. Et d'ailleurs, c'est même pas la peine de le mettre devant l'écran, parce que l'enfant de 2 ans n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit. Il reconnaît la musique de son dessin animé, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Les images les filtrent trop vite. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont captivés par l'écran. Parce qu'ils voient que ça bouge, ils entendent la musique, ils savent que c'est quelqu'un qu'ils connaissent, mais ils comprennent rien. Et pourtant, 25% des enfants ne regardent pas la télévision. C'est-à-dire que 75% des enfants de 2 ans regardent la télévision. Alors ça devrait être 0 écran. Et en moyenne, dans les études qui ont été faites, c'est 2 heures par jour devant la télévision pour les enfants de 2 ans. Je n'ai pas donné dans les populations françaises, mais ça je peux vous donner, c'est les populations anglo-saxonnes. Si vous regardez maintenant les enfants de 2 à 5 ans, le temps d'écran c'est moins de 1 heure par jour et activité physique au moins 3 heures par jour. C'est étonnant de voir la tête des parents quand on leur dit qu'il faut que leur gamin de 3 ans fasse 3 heures d'activité physique par jour. Eux ils traduisent toujours tout de suite par sport.
Non, ça veut dire qu'un gamin de 3 ans, il bouge 3 heures dans la journée. Un gamin de 3 ans n'a rien à faire dans une poussette attachée, en d'autres termes. Et regardez les chiffres, 25% ont plus de 3 heures de jour par écran, et 80% ne font pas 1 heure d'activité physique par jour actuellement. Et si vous regardez les plus grands, entre 6 et 17 ans, le temps d'écran c'est moins de 2 heures par jour. Moins de 2 heures par jour, ça fait quand même 14 heures par semaine. C'est quand même pas le bail qu'on leur demande. Et pourtant, 66% font plus de 3 heures par jour. Activité physique, au moins 1 heure d'activité physique chaque jour. Et bien si vous mettez un actimètre, c'est-à-dire un appareil qui mesure l'activité physique des enfants sur 8 jours, c'est-à-dire qu'ils le portent pendant 8 jours, il y en a 5%, je répète, 5% qui font 1 heure d'activité physique chaque jour. 95% des collégiens ne font pas 1 heure d'activité physique chaque jour. Alors, pourquoi est-ce que c'est si mauvais pour la santé? C'est très très simple. Entre ce fameux chasseur-cueilleur dont vous avez tous entendu parler, qui faisait 10 km de marche par jour, et puis moi qui suis assis devant mon écran beaucoup de temps, la petite différence qu'il y a, c'est que moi j'ai banni les boissons sucrées. Parce que ce que l'on oublie aussi, c'est que moins on bouge, plus on mange. Parce que le grignotage est associé au temps passé sédentaire. Et bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez nous? C'est parce qu'entre ce monsieur et moi, il n'y a aucune différence dans mes gènes. Mes gènes ne marchent bien que si je bouge. Nous sommes programmés pour bouger. On n'a pas le choix. On le veuille ou on ne le veuille pas, nous sommes programmés pour bouger. Vous savez bien, tout le monde nous parle des pesticides, des perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'ils font les pesticides, les perturbateurs endocriniens? Ils bloquent le fonctionnement de nos gènes. Et bien quand on ne bouge pas, ça bloque le fonctionnement de nos gènes exactement pareil. Le manque d'inactivité, l'activité physique est un perturbateur endocrinien. Qu'est-ce qui se passe quand je ne bouge pas? Eh bien, au niveau de ma santé, tout va se transformer sous la forme de toile d'araignée et je vais avoir une augmentation d'inflammation, du stress oxydant et je vais baisser mes défenses immunitaires. C'est pour ça que je développe des cancers, puisque c'est l'immunité qui m'empêche de développer un cancer. Mais si mon immunité ne fonctionne plus parce que l'inflammation monte, eh bien, le cancer va pouvoir apparaître. Et si à l'inverse je bouge, c'est tout l'inverse. En bougeant, je baisse mon niveau d'inflammation, je baisse mon niveau de stress oxydant et j'augmente la capacité de mes vaisseaux à s'ouvrir, donc à apporter de l'oxygène à toutes mes cellules. Est-ce que la population a compris? Est-ce que la population a pris conscience? Non. Ça, c'est une étude européenne, on leur pose la question, selon vous, est-ce que de passer trop de temps assis ou allongé dangereux pour la santé? Dans 72% des cas, la réponse est non. 72% de la population européenne pense qu'il n'y a aucun risque à être trop assis et à être trop allongé. Les Français sont à 67%. Les meilleurs, on n'est pas surpris, c'est les Finlandais, 48%. Et c'est pour ça qu'on parle de cette nouvelle phrase que nous donnent les anglo-saxons, sitting is the new smoking. Ça veut dire qu'actuellement, vis-à-vis de la sédentarité, de l'inactivité physique pour la population, nous en sommes exactement comme il y a 50 ans vis-à-vis du tabac. Il y a 50 ans, tout le monde fumait parce qu'on ne pensait pas que c'était dangereux. Et on est né exactement au même point dans la population. Alors que nous sommes soumis à un véritable tsunami sociétal, c'est Yannick Guinaudot qui emploie ce terme, et je me permets de le reprendre, un rhumatologue de Brest, un bon ami à moi, parce que je trouve que c'est exactement cela. Regardez la pratique de l'activité physique en Europe. Donc on va se placer vis-à-vis de la France, puisque ça nous concerne. Vous avez 8% qui vont pratiquer une activité physique régulière. Et puis après, vous voyez que tout va baisser en fonction du niveau d'activité physique. Et si vous regardez avec le temps, eh bien ici à l'intérieur c'était en 2009, en 2013, et vous voyez qu'il y avait 13% qui le faisaient, et en 2000, une activité physique régulière, et en 2013, elle n'a plus que 8%. Donc tout s'aggrave. Non seulement on ne bougeait pas beaucoup, mais on bouge de moins en moins. Quels sont les publics les moins actifs? Les publics les moins actifs, ce sont les femmes, et en particulier les jeunes filles. Les garçons et les filles bougent de la même façon jusqu'à peu près l'âge de 10-12 ans. Et à partir de 10-12 ans, il y a une cassure beaucoup plus forte chez les adolescentes comparée aux garçons. Et chez les femmes bougent globalement moins que les hommes. Bien sûr, il y a les patients qui ont une affection de longue durée, et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous médecins, on doit les faire bouger, donc on va espérer changer. Les personnes handicapées et les catégories sociales défavorisées, elles aussi, les plus concernées. Et pourtant, quand on interroge les patients, les personnes, qu'est-ce qui sort? Pourquoi est-ce qu'ils ne bougent pas? Parce qu'elles n'ont pas le temps. Le temps passé devant la télévision en France, moyen journalier, est de 4 heures par jour. Et je n'ai pas le temps de prendre 3 fois 10 minutes pour s'occuper de ma santé. La majorité de la population s'occupe mieux de sa voiture que de sa santé. Je crois qu'il faut le dire parce que c'est très important. Alors regardez l'estimation des économies, puisque je vous ai parlé à l'introduction du coût et que ça allait nous représenter. Alors c'est des estimations, c'est très très difficile de chiffrer les économies. Parce que dans les économies, soit on dit on ne compte que les médicaments qu'on va payer en moins, qui à mon avis n'est pas bon. Il faut compter 1, les médicaments qu'on va payer en moins, et 2, les bénéfices pour le fait que les gens étant moins malades, ils vont pouvoir être plus productifs et donc apporter de la richesse au pays. Sinon, c'est pas bon. Quand on fait ce compte-là, on arrive à peu près, si tout le monde arrivait, les 600%
des Français arrivaient à bouger un petit peu plus, à faire une économie d'environ 7,7 milliards d'euros par an. Pour que vous preniez bien conscience de la problématique, quand j'étais sur les bancs d'école de médecine, j'ai appris le diabète de la maturité. Le diabète de la maturité, c'était le diabète de l'homme de 40 ans, qui prenait de la bedaine. Aujourd'hui, nous avons dans notre consultation des enfants de 16 ans qui ont du diabète de la maturité. Avec un diabète de la maturité à 16 ans, on peut penser qu'à 38 ans, c'est-à-dire après 22 ans de diabète, la personne ne pourra plus travailler. Si vous prenez les chiffres de l'obésité, on est à plus de 30% surpoids, un peu moins d'obésité, mais on va y arriver. Ça veut dire que dans quelques années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30% de la population s'arrêtera de travailler à 40 ans. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que les gouvernements commencent à s'inquiéter un petit peu. Enfin, dernière diapositive, ici vous avez quelque chose de formidable, c'est l'espérance de vie. Les médias nous disent chaque année, c'est formidable, nous avons gagné 3 mois d'espérance de vie en plus. Je vous rappelle que ces 3 mois, pour beaucoup de gens, c'est 3 mois en chaise roulante qu'ils ont gagné. C'est ça qu'il faut dire. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle n'a absolument pas changé depuis 2005 en France. C'est 62 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes. L'espérance de vie totale, c'est 78 ans. Vous avez là, espérance de vie totale, ici pour la France, ici, 78 ans, espérance de vie en bonne santé, vous voyez, on est à peine, c'est ici, à 62 ans. Mais regardez la Suède, qui est ici. La Suède, elle vit 78 ans au total comme nous, mais elle vit 71 ans en bonne santé. 9 ans de plus que nous. Tout simplement parce que la Suède a décidé de mettre une véritable politique de prévention. Pas que sur l'activité physique, sur l'alimentation, sur le tabac, etc. Donc, c'est rentable, la prévention. Il y a des pays qui nous le montrent. Donc, il faut absolument qu'on décide de changer notre mode de vie. Alors, vous avez le choix, nous avons le choix. On peut prendre un mode de vie très délétère qui nous a présenté ici. Nous, médecins, on peut vous donner un médicament chaque fois que vous avez un peu mal à la tête, chaque fois que vous avez un petit peu de dépression nerveuse, chaque fois que ceci, chaque fois que cela, ou on peut vous proposer de l'activité physique et on peut décider de changer complètement notre mode de vie en mangeant bien, en bougeant bien, on y associe un petit peu de sommeil équilibré. Et nous, médecins, il faut qu'on arrête de donner des médicaments à tout le monde chaque fois que quelque chose ne va pas. Nous sommes quand même les champions du monde des antidépresseurs, je vous le rappelle, en France. Et bien savez que de toute façon, mon capital santé, votre capital santé, il dépend de moi et de vous. Arrêtez de dire c'est la faute de mon père, la faute de ma mère, de la chance, etc. On doit prendre soin de notre santé et pour cela commencer à bouger. Je vous remercie beaucoup. Et on souffle. Essayez de bien relâcher les épaules. Maintenant, on va contracter les épaules. On pousse un petit peu les épaules vers l'avant. Et après, on relâche bien les coudes à l'arrière. Et on relâche. Encore une fois. Un bras vers le haut, l'autre bras vers le bas. L'épaule, elle est bien basse, le plus bas possible. En interne,